Depuis 2 mois, les Gilets jaunes sont mobilisés pour défendre leur pouvoir d'achat et lutter contre leur déclassement permanent. Face à cette colère, l'exécutif attise les tensions par le mépris et la répression. On disait le clivage droite-gauche terminé, les vieux partis balayés. À quelques mois des élections européennes, l'échiquier politique se refait une beauté. Départ, ralliement, tractation, le paysage commence à devenir plus clair. Donald Trump face à sa plus emblématique promesse de campagne, la construction du mur à la frontière mexicaine. Après 18 jours de blocage politique, le président américain s'est exprimé pour réclamer les 5,7 milliards de dollars nécessaires à la construction. Madame, monsieur, bonsoir. Depuis près de 2 mois que la crise des Gilets jaunes a éclaté, l'exécutif enchaîne les faux pas. Entre déni et mépris, le gouvernement va-t-en-guerre aggrave chaque jour les tensions. 8 samedis consécutifs de mobilisation, une dizaine de morts et une centaine de blessés chez les forces de l'ordre comme chez les Gilets jaunes. Le bilan du mouvement s'alourdit à mesure que le temps passe. Pourtant, l'exécutif ne parvient pas à éteindre le feu, à croire qu'il ne le veut pas. En effet, dans un premier temps, les dispositifs de sécurité des premières manifestations laissaient à désirer. Ainsi, de nombreux débordements ont eu lieu en marge des cortèges avec des casseurs et autres délinquants venus de banlieue pour piller les commerces préalablement éventrés par les Black Blocs. Des images apocalyptiques circulaient dans tous les médias, y compris à l'étranger. Des scènes de guérilla qui ont choqué le plus grand nombre, un choc idéal pour hurler à la radicalisation du mouvement et justifier un durcissement du ton sécuritaire. Avec un ministre de l'Intérieur dépourvu d'expérience dans le maintien de l'ordre et un président érigé en principale figure de la contestation, le gouvernement est aux abois. La peur au ventre, il accepte les revendications exigées par la police en quelques heures. De son côté, le président se fait rare. Chaque sortie est accompagnée d'un comité d'accueil qui en dit long sur son impopularité. Mais le torse bombé, on explique partout que le cap est maintenu coûte que coûte. Le cap que nous avons fixé, nous allons le tenir. Il m'appartiendra de prendre des décisions supplémentaires dans les semaines, les mois qui viennent. Mais elles ne seront jamais des reculs. Notre politique, c'est pas de faire des coups de pouce au SMIC, notre politique, c'est de faire en sorte que le travail paye. Il n'y aura pas un coup de pouce supplémentaire. Rien de plus. Non ? Mais l'épreuve de force est amendée. Le Premier ministre Édouard Philippe puis Emmanuel Macron lui-même annoncent des inflexions. Les hausses de taxes sur les carburants sont annulées après avoir été suspendues. Mais il ne s'agissait là que de l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres. Le président prendra ensuite solennellement la parole pour annoncer une augmentation de 100 € du SMIC. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Finalement, il n'en est rien, pas de véritable hausse du SMIC, mais simplement une réévaluation de la prime d'activité. Par ailleurs, l'augmentation ne concernera pas tous les employés au salaire minimum. Quant à la prime, c'est un vœu pieux qui fera long feu. Passé l'effet d'annonce, les Gilets jaunes se rendent compte de la supercherie. Ils ont le sentiment qu'Emmanuel Macron se moque ouvertement d'eux, de quoi renforcer la mobilisation. Du côté de l'exécutif, on durcit aussi le ton avec des dispositifs de sécurité de plus en plus durs. Les ronds-points occupés par les Gilets jaunes en province sont tour à tour démantelés. Les manifestants des grandes villes sont en partie arrêtés avant d'arriver à destination. À Paris, les cortèges sont divisés, parqués. Tout est fait pour décourager. En vain. Pas même les fêtes de fin d'année n'y parviendront. Le 5 janvier, l'acte 8 connaît un regain de mobilisation devant la sidération du gouvernement. Hors sol, les élites ne comprennent pas d'où vient cette colère si intense. Il faut donc l'endiguer. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, a d'ailleurs récemment estimé que la police devait tirer à balles réelles. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. De son côté, Édouard Philippe met en place un coup de vis sécuritaire pour rétablir l'ordre républicain. Fichage, durcissement des lois et déploiement policier revu à la hausse. L'objectif est de casser la révolte en ignorant savamment ses causes. Les forces de l'ordre sont mises à contribution samedi après samedi avec des ordres de plus
plus en plus strictes. Police et manifestants en font les frais, eux qui partagent souvent les mêmes difficultés quotidiennes. Pour sa survie, l'exécutif renvoie donc dos à dos la classe moyenne. De quoi gagner du temps. Encore un peu. La droite en orbite pour les européennes. À quelques mois des élections, le paysage politique commence à s'éclaircir avec l'annonce de ralliements entre membres de différentes forces politiques. De quoi croire à l'union des droites ? Pas si sûr. Démission, ralliement, rassemblement, le mercato électoral pour les européennes passe la seconde et c'est du côté de Marine Le Pen que l'actualité se bouscule ce mercredi. Thierry Mariani, ancien ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy et Jean-Paul Garot, ancien député de Gironde, ont désormais le ticket Rassemblement national pour la course à Bruxelles. Dans une conférence de presse commune, les désormais ex-républicains ont annoncé qu'ils embarquaient sur le navire de Marine Le Pen. Après plusieurs mois de tractations et des rencontres entre Thierry Mariani et Nicolas Dupont-Aignan, c'est finalement le parti patriote qui aura eu gain de cause pour ces deux fondateurs de la droite populaire, la branche droite de l'ancienne UMP. Deux ralliements du parti de Laurent Wauquiez qui pourrait en voir d'autres selon les sous-entendus de Marine Le Pen à Guillaume Durand à Radio Classique. La présence de Thierry Mariani pour le parti de l'ancienne candidate à la présidentielle est une bonne nouvelle et une mauvaise pour Laurent Wauquiez pour qui les européennes s'annoncent décidément bien compliquées. L'ancien ministre du gouvernement Fillon devrait par ailleurs figurer en bonne place puisqu'il devrait être numéro 3 sur la liste menée par Jordan Bardella de 27 ans, son cadet. En parallèle du Rassemblement national, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé depuis déjà plusieurs mois qu'il mènerait la liste de son parti pour les européennes. Symbole du rassemblement depuis sa main tendue à Marine Le Pen dans l'entre-deux tours de la présidentielle, le président de Debout la France avait ensuite enfoncé le clou en créant la plateforme des amoureux de la France. Il avait rapidement fait union avec le CNIP, le plus vieux parti de droite en France, et plusieurs anciens députés s'étaient rapprochés de lui. C'était le cas du républicain Nicolas Dhuicq ou de Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate. Depuis, le député européen élu avec l'étiquette Front National Bernard Monod a pour sa part rejoint Debout la France. Un deuxième rassemblement donc dont les divergences politiques avec le premier ne sautent pas aux yeux. Au final, d'une incapacité à réaliser une véritable union des droites, les droites semblent être en passe de réussir à faire plusieurs unions d'un même courant. Une nouvelle division qui pourrait en plus être mise en péril par une possible liste de gilets jaunes. Donald Trump défend son mur à la frontière mexicaine. Le président américain veut à tout prix aller au bout de cette promesse de campagne en dépit du blocage politique que connaît aujourd'hui son pays. Olivier Frère-Jacques. My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, Customs and Border Patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. Un mur pour faire face à la crise sécuritaire et humanitaire. Donald Trump n'en démord pas, il veut son mur. Et pour cause, la construction de cet édifice de 3200 km, le Big Beautiful Wall, grand et beau mur, comme il l'appelait en campagne électorale, est une promesse faite à ses électeurs. L'actuel président a fait de la rupture avec une certaine forme de politiquement correct sa marque de fabrique et doit à tout prix aller au bout de ce projet s'il veut pouvoir s'inscrire dans la durée dans le bureau ovale. C'est donc mardi, lors d'un passage télévisé solennel, que Donald Trump a souhaité s'exprimer face aux Américains. 9 minutes de show alliant solennité et alarmisme. Une intervention lors de laquelle le locataire de la Maison-Blanche n'a pas hésité à pointer du doigt les immigrants illégaux qui feraient couler le sang américain ou encore à mettre en garde contre la prolifération de drogue en provenance du Mexique en référence à l'arrivée d'opiacés qui touche le pays. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition, une opposition politique mais aussi médiatique puisque certains médias américains ont clairement pris parti dans les débats concernant le mur. Parmi ces critiques revient régulièrement l'accusation d'approximation dans les propos présidentiels et pour cause, concernant la drogue, le trafic ne provient pas de zones où sera construit le mur mais des postes frontières classiques. S'agissant de la délinquance issue de l'immigration passée par la frontière, elle est aussi largement relativisée et à raison. En effet, les traversées de la frontière sont en baisse depuis 20 ans et la criminalité des immigrés serait aujourd'hui inférieure à celle des Américains. Les États-Unis, nation multiethnique par excellence, n'a en effet pas besoin de nouveaux arrivants pour connaître un fort taux de criminalité. Malgré les approximations de Donald Trump, celui-ci a été élu pour construire ce mur. Et si l'édifice ne réduira pas la criminalité et n'empêchera pas l'immigration, il aura surtout une valeur symbolique.
En construisant cet édifice, Donald Trump détruit le mur psychologique de la bien-pensance démocrate américaine qui entend promouvoir une société sans frontières. L'opposition démocrate, elle, accuse Donald Trump de prendre en otage les services de l'administration à des fins politiques. The fact is, President Trump has chosen to hold hostage critical services for the health, safety and well-being of the American people and withhold the paychecks of 800,000 innocent workers across the nation. Une manière d'associer le président républicain à l'actuel government shutdown, une situation politique dans laquelle le Congrès échoue à autoriser le financement des opérations nécessaires au gouvernement. En l'espèce, il manque 5,7 milliards de dollars à Donald Trump pour bâtir son mur d'acier, un bras de fer qui dure depuis 18 jours. L'opposition entend ainsi jouer sur la corde administrative puisque depuis le début de cette crise, 800 000 fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique et doivent attendre la fin du blocage pour être payés. L'opposition démocrate, aussi caricaturale que l'actuel président, peine à vraiment convaincre, utilisant toujours un argumentaire excessif et n'hésitant pas à qualifier la construction du mur de médiévale et immorale. La crise politique née du blocage gouvernemental pourrait, elle, se poursuivre et accroître le sentiment d'injustice auprès des électeurs qui ont voté pour Donald Trump et donc pour son mur. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Chantal Joanneau jette l'éponge. Après la polémique suscitée par son salaire de 14 666 €, la présidente de la Commission nationale du débat public a décidé de se retirer du pilotage du grand débat initié par Emmanuel Macron. Si l'ancien ministre a estimé que les critiques étaient légitimes, Chantal Joanneau restera toutefois présidente de la commission et continuera par conséquent à percevoir son salaire. Les soldes au secours du gouvernement. Mardi, le secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé la prolongation des mesures d'accompagnement destinées aux entreprises touchées par les manifestations des Gilets jaunes. Une annonce qui tombe à pic car le ministre compte s'appuyer sur les soldes d'hiver qui ont débuté ce mercredi pour relancer le commerce. Si on veut aider nos commerçants de proximité, il faut leur prouver qu'on est présent et ne pas hésiter à consommer, à aller acheter ce dont on a besoin chez eux. C'est le moment de le faire. Ils en ont besoin en ce moment. Carlos Ghosn reste en prison. Au lendemain de sa première comparution devant un juge, le patron de Renault a vu sa demande de remise en liberté rejetée par le tribunal de Tokyo. Les juges ont invoqué le risque de fuite et d'altération des preuves. Mardi, Carlos Ghosn avait réfuté point par point toutes les accusations des procureurs estimant être faussement accusés. Et l'acharnement de l'appareil judiciaire japonais n'est pas près de s'arrêter puisque le PDG de Renault pourrait rester en détention jusqu'à la tenue de son procès qui ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois. L'Italie, vilain petit canard des démocraties, c'est la conclusion du rapport annuel d'un groupe d'experts pour The Economist. Le pays est passé de la 21e place en 2017 à la 33e place du classement l'année dernière. Les choix politiques menés par le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, notamment à propos de la fermeture des ports aux clandestins, seraient à l'origine de cette chute. Sur le podium figurent la Norvège, l'Islande et la Suède. Colis suspect devant plusieurs ambassades en Australie. Ce mercredi, la police a ouvert une enquête après l'envoi de plusieurs paquets à des ambassades et des consulats à Canberra et Melbourne. Le consulat britannique de Melbourne a été l'un des premiers visés. Les missions diplomatiques d'Espagne, du Japon, d'Égypte, d'Inde, des États-Unis et du Pakistan ont également reçu des petits paquets suspects. Première liturgie pour la nouvelle église orthodoxe indépendante d'Ukraine. Pour l'occasion, le président ukrainien Petro Poroshenko y a participé. La cérémonie s'est déroulée lundi dans la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, datant du XIe siècle, lors de la célébration du Noël orthodoxe. C'est également Noël pour les orthodoxes en Éthiopie. Lundi, des dizaines de milliers de pèlerins ont rejoint les églises troglodytes de Lalibela pour célébrer Noël. Les Éthiopiens suivent le calendrier julien et les chrétiens orthodoxes célèbrent donc Noël en janvier. Certains pèlerins ont voyagé jusqu'à 3 semaines et sont venus des coins les plus reculés de l'Éthiopie pour la célébration. የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና የዓለም ቤተክርስቲያን ይለያያሉ። የሰባት ቀን ልዩነት አለ እና የባህረ ሰብ አቆጣጠራችን ነው የዘመን መቁጠሪያ ካላንደራችን የኢትዮጵያ 13 ወር ነው ብላ የምትቆጥረው ጳጉሜን ጀምራ ማለት ነው። ስለዚህ እንለያያለን። አንድ በጳጉሜ ሁለተኛ ደግሞ እንደኛ ባህር ሐሳብ አውጥተው አይደለም አውሮፓውያንም ሆኑ አሜሪካውያን።
Aller au restaurant tout nu, ce n'est bientôt plus possible. Ouvert en novembre 2017, l'unique restaurant naturiste de Paris, Au Naturel, va définitivement fermer ses portes le 16 février prochain, faute de clients. L'enseigne était la seule de la capitale où les clients pouvaient manger entièrement nus et déguster une cuisine bistronomique avec des menus allant de 39 à 49 euros. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, le journaliste Olivier François nous présente Dominique Deroux, Parmi nous, un ouvrage qui rend hommage au romancier et fondateur des éditions de Lerne. Je dirais que qu'est-ce qui les unit, ces écrivains? D'abord, leur rapport à la modernité. Ce sont à la fois des archaïques et des modernes. Vous savez, il y a une phrase de Charles Maurras que j'aime beaucoup qui est « Il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé ». Et quand on regarde l'histoire des avant-gardes, les écrivains qui ont compté à un moment donné dans la littérature du XXe siècle, ce sont des gens qui n'étaient pas des gens de la table rase. Ce ne sont pas des gens de la table rase au sens adolescente, de dire on va balayer la table comme ça. Il y a une belle adolescence, mais il y a aussi une adolescence où on est encore un peu infantile. Et ce n'était pas le cas de Dominique Deroux et de ses écrivains. Dominique Deroux n'aime pas c'est pas quelqu'un qui aime les monuments, qui aime les musées. Ce n'est pas un homme de musée, Dominique Deroux. Il aime les choses vivantes. Ça le rapporte un peu d'ailleurs de Peggy. Vous savez, Peggy qui disait mieux vaut un fatras vivant qu'un ordre mort. Je pense que ça peut tout à fait correspondre aussi à Dominique Deroux. Et puis ce soir, vous retrouverez également Perle de Culture, Anne Brassier et Arthur de Vatrigan vous conseillent les films The Happy Prince, L'Empereur de Paris, L'Homme fidèle et Edmond. Jane Smith présente ensuite l'ouvrage d'Henri Cyr, Le pape dictateur aux presses de la délivrance. Et puis tout de suite, retrouvez la troisième partie de la conférence de Christian Combas sur l'Europe. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Alors tout le monde dit, ces jeunes du tiers-monde qui viennent en masse s'installer en Europe sont soumis à un appel d'air bien naturel qui est celui du confort matériel et de ce qu'on appelle à l'américaine l'opportunité. En gros, s'ils veulent quitter Bamako pour s'installer à Paris, c'est parce que les possibilités de gagner sa vie, de fonder une petite affaire, voire plus tard un empire commercial, sont bien supérieures en Europe à ce qu'elles sont en Afrique. Mais ce que personne ne dit, c'est que pour rendre la chose possible, il ne suffisait pas d'ouvrir les frontières, apparemment, de voter des subventions aux nouveaux arrivants, de protéger leurs droits dès qu'ils sont arrivés, ce que font nos gouvernements en ce moment contre la vie de leur peuple pour la plupart, qu'ils n'interrogent d'ailleurs jamais à ce sujet. Non, il fallait aussi abattardir un peu de tout, c'est-à-dire priver nos pays millénaires de substance, de signification, de spécificité locale, de mémoire, de tradition, de ces raffinements qu'on passe une vie à apprendre. Il fallait les priver de tous ces codes, de toutes ces choses qui ont hissé les naïades et les atlantes sous les balcons, là derrière moi. Pourquoi ? Et parce que tout ça était trop dur à apprendre pour un jeune homme qui vient d'arriver de Bamako. Du coup, comment faire ? On va quand même pas fermer les conservatoires et les écoles d'art sous prétexte que les jeunes gens qui viennent d'arriver ont de plus en plus de mal à être habités par une culture d'emprunt, à reprendre ses codes, à communier avec le cœur de la vieille Europe. Il suffit pour ça de changer l'Europe, tout simplement. Et c'est ce que nos théoriciens du grand partage ont essayé de mettre en place après 1970, d'abord en commençant à débiner ouvertement l'art et les raffinements du vieux continent. C'est le sens des dégradations symboliques à la peinture rouge qu'on a pu observer sur les monuments en 1968 à Paris. Il fallait amoindrir le prestige de l'Europe solennelle, celle des statues, celle des conservatoires, des frontons, des kiosques à musique, de l'art bourgeois et du Collège de France. Dans quel but ? Rendre le cœur du vieux continent non seulement accessible aux gens du peuple, qui soi-disant en étaient exclus par la bourgeoisie, mais aux gens d'autres peuples. Du coup, dans tous les domaines, de la gastronomie à l'art graphique, de la musique à la littérature, on a fait sauter les codes dont, je vous le rappelle, l'accumulation est l'essence même d'une civilisation, pour les remplacer par quoi ?
nous n'avons pas le temps d'analyser tellement, mais pour les remplacer par d'autres codes plus relâchés, plus internationaux, plus compatibles avec les migrations générales. Je veux parler des codes américains. Le verre, l'acier, les villas, les piscines, deux voitures, les ordinateurs, la technologie omniprésente, la musique rock dans tous les ascenseurs, les films sur la conquête de l'espace. Je schématise évidemment, mais le propre d'une caricature, c'est pas seulement l'exagération, c'est aussi la ressemblance. Donc qu'il s'agisse de gastronomie, d'inspiration littéraire, cinématographique, etc., d'art, d'illustration, tout devient international entre 1970 et 1990, c'est-à-dire rapide, facile à apprendre, consommable, remplaçable, standardisé. Mais nous avons tous oublié dans cette affaire quelque chose, du moins les promoteurs de cette affaire, de cette illusion ont oublié quelque chose, c'est qu'une moitié de l'Europe historique, celle qu'on appelait l'Europe de l'Est, était encore intacte dans les glaces du communisme. L'ADN de l'Europe de nos pères était gelé depuis 1930, et même si on y voyait des blue jeans, même si on y écoutait les Beatles, les conservatoires étaient encore pleins, les écoles des beaux-arts regorgées de talents traditionnels en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, en Russie. Les usages de la vieille Europe étaient encore largement pratiqués. Dans tous ces pays, notamment en Hongrie, les statues sous les balcons ne paraissaient ridicules à personne, et les deux humanismes européens, celui des arts et lettres et celui des codes de la vie en commun, le juridisme, la perception de la loi, les traditions familiales et rurales, tout ça restait extrêmement vivace. On peut même dire que l'humanisme hérité de l'Europe chrétienne était encore partout présent sous le communisme. Eh bien, les fabricants de la nouvelle Europe, selon la loi américaine, ont choisi tout de suite d'ignorer tout ça et de tourner le plus vite possible l'Europe ancienne en dérision à la chute du mur de Berlin, comme quand on ouvre une boîte à chapeau, vous savez, au début du siècle, et quand on se moque des rubans et des accessoires poussiéreux et désuets qu'on y trouve. En 1992, je me trouvais moi en Hongrie, et les seules voix qu'on entendait à travers l'Europe, de Paris souvent, sur les ondes, étaient celles des intellectuels qui glapissaient leur haine de l'Europe des tribus, disaient-ils, de manière préventive, parce qu'elle menaçait de se réveiller après la chute du mur. Eh bien, ça s'est fait quand même. Elle vient de se réveiller d'un coup. Désolé, mais ce n'est pas la faute des peuples de l'Est s'ils se sont estimés floués, et s'ils l'ont été. C'est la faute de ceux qui les ont floués. Et nous sommes nombreux, à l'Ouest, de plus en plus nombreux, à comprendre en quoi ils l'ont été, parce que nous l'avons été 20 ans avant eux, et que nous sommes en train de nous en rendre compte avec eux.